Bonjour messieurs, nous poursuivons aujourd'hui l'analyse de la constitution, du corps de la constitution de la Ve République en, en cours actuellement dans notre pays, la France, par l'article 2, le titre premier, l'article 2. C'est Christian qui va nous faire cette analyse et par avance, je prie l'auditoire de nous excuser pour l'éventuelle mauvaise qualité de l'audio. Christian, je te cède la parole et je vais présenter d'ailleurs là cet article 2 en parallèle. Merci Luc. Donc nous avons consacré la séance précédente à l'article 1, peut-être même la deuxième partie de 1. Autant dire que ces premiers articles de la Constitution sont extrêmement propices aux commentaires et aux critiques constructives et objectives que nous avons entrepris, dans la mesure notamment où ils font partie de ce que j'ai appelé le bloc principiel, c'est-à-dire qu'ils sont censés énoncer un certain nombre de principes, contrairement aux articles qui seront de nature plutôt procédurielle, qui décriront des procédures sur lesquelles, faute de clarté ou faute de précision de ce qui sera énoncé, susciteront probablement moins de controverses ou de polémiques. Donc, l'article 2 commence ainsi: la langue de la République est le français, l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, l'hymne national est la Marseillaise. Alors, il y a naturellement pratiquement rien à dire sur cette première phrase, ce premier ensemble d'énoncés, qui sont des énoncés types de ce que nous pourrons dénommer des énoncés performatifs. Voilà. C'est-à-dire qu'on énonce quelque chose et c'est immédiatement traduit dans les faits. C'est-à-dire que nous avons immédiatement un drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte au-dessus des mairies. Nous avons immédiatement l'hymne national marseillaise qui est chanté avant les matchs importants de l'équipe de France de football. Et puis nous constatons tous les jours que dans la rue, nos concitoyens parlent le français, alors un peu moins en été sur les plages, parce qu'on entend plutôt d'autres langues. Alors, deuxième paragraphe de l'article 2, la devise, la devise c'est de la France, c'est la liberté, égalité, fraternité. Là, on n'est plus du tout, on n'est plus du tout dans un énoncé performatif, puisque la devise d'un pays, c'est ce qu'il doit suivre, ce qu'il doit suivre en toute matière, et nous avons ces trois mots extrêmement lourds de sens et jamais définis. D'ailleurs, on l'a déjà dit, répété, je ne vais pas le répéter. Disons si, je vais le répéter encore une fois. La liberté, qu'est-ce que c'est? L'égalité, qu'est-ce que c'est? La fraternité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la devise de la France. Et puis, nous avons ensuite l'énoncé de ce qui veut être un principe. Ce qui veut être un principe et qui s'énonce ainsi: la France, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, manifestement, l'article 2 a voulu là énoncer un principe très fort, et la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un principe? Alors, on a déjà vu les trois conditions d'un principe, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un énoncé clair, il faut que ça fonde un raisonnement, et il faut que donc ça puisse répondre aux contradictions. On va pas revenir là-dessus. Alors, en fait, on se rend compte que cet énoncé de simili-principe, gouvernement du peuple par le peuple, devrait plutôt être dénommé un aphorisme plutôt qu'un principe. Qu'est-ce que c'est qu'un aphorisme? Si on fait un petit peu d'étymologie, on apprend que aphorisme vient évidemment du grec, comme la plupart des mots de l'univers politique.
aphorismos, c'est délimitation. Hein. Ça vient de définir, délimiter. Et c'est une sentence qui est énoncée en peu de mots. On délimite des frontières extrêmement proches les unes des autres pour dire beaucoup de choses. Donc une phrase courte qui est censée résumer un principe. Donc un aphorisme, ça peut s'assimiler à une figure de style. Ça a été d'ailleurs dans l'utilisation du mot aphorisme, très souvent assimilé à une figure de style chaque fois on veut que son utilisation vise des effets rhétoriques. Ou bien, pour muscler le discours d'un orateur particulièrement brillant, du point de vue de la maîtrise des effets rhétoriques, ou bien tout simplement, plus trivialement, dans le cadre de l'action politique, c'est un slogan galvanisateur. Alors, les slogans, voir les slogans que j'aime bien, moi, ceux des situationnistes de 1968, qui sont des types même d'aphorismes utilisés en politique et qui, d'ailleurs, font les aphorismes politiques particulièrement efficaces, font réellement bouger le peuple et les foules. Voilà. Et donc, je dirais que l'aphorisme gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, et finalement, il est de la même veine que cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur l'article 2. Alors, bon, l'article 3 arrive tout de suite après, mais je vous propose de nous arrêter un instant, de nous arrêter pour l'instant sur cet article 2 pour échanger là-dessus avant d'attaquer l'article 3, qui est beaucoup plus nourri, vous allez voir, en termes d'échanges, de polémiques politiques. Merci Christian. Bon, la qualité audio est passable, je dirais. Donc, je vais réagir en premier à ce que tu as dit. La langue de la République avec un R majuscule est le français. Oui, cela semble anodin, mais dans la période actuelle, ce ne l'est plus du tout. Et encore hier, le président de la République s'est exprimé officiellement devant un parterre en langue anglaise. Donc, en tant qu'expression officielle de la République française, c'est extrêmement choquant parce que, à mon sens, cela constitue de manière évidente une violation justement de cet article 2, la langue de la République est le français. C'est-à-dire qu'il n'est pas supposé que dans un discours officiel, devant un parterre, le président de la République française utilise une autre langue que le français. Qu'il utilise l'anglais dans des discussions diplomatiques à huis clos avec d'autres interlocuteurs de pays étrangers, pourquoi pas? Mais en termes de quand il se prononce et qu'il s'énonce au nom de la France, c'est une violation de cet article 2 et ça me semble tout à fait dommageable, puisque qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que des citoyens français, qui donc parlent le français, n'ont pas accès au discours de la personne qui les représente. Donc c'est une violation de cet article 2 au nom de cette première phrase, mais également de la dernière phrase. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Ça veut dire qu'en s'exprimant dans une langue étrangère de manière officielle, une section importante du peuple se trouve exclue de ce discours. Donc ça me semble peut-être un travail pour recours constitution, mais qui me semble notable de souligner. Important de souligner. Donc, alors, ça ne dévalorise pas, je dirais, l'article en lui-même, ça ne apporte pas de pénalité à l'article. Je dirais simplement que c'est cette entorse à la Constitution, article 2 quand même,
C'est pas l'article 92 ou je ne sais quoi, hein. C'est un article fondateur qui dit on énonce justement des principes, donc c'est tout à fait important. De même, je dirais, dans la pratique, de nouveau, l'emblème national et le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, on voit bien que le fait d'accompagner maintenant systématiquement le drapeau tricolore d'un drapeau bleu avec des étoiles, avec 12 étoiles jaunes, là, de cette association et quelque part est ambivalent à minima. Donc effectivement, là, cet article qui semble aller de soi et ne pas appeler de commentaire en tant que tel, dans son application, on voit bien il devient, je dirais, remis en cause, bousculé à tout le moins. Venons-en à la quatrième phrase. La troisième phrase, bon, l'hymne national et la Marseillaise, ça, bon, pour l'instant, quoique ça a été contesté il y a quelque temps dans les médias, on s'est un peu, cet orage un petit peu passé de mode, je dirais. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Bon, effectivement, c'est une devise qui date vraiment de la Révolution française, hein, qui n'est pas spécifique qui marque réellement la République. D'ailleurs, la devise durant l'occupation était travail, famille, patrie. On voit bien qu'on n'était plus du tout dans le même registre. S'il y a un élément qui doit nous montrer justement que l'intermède de l'occupation avec le pouvoir total du maréchal Pétain à l'époque marque bien une rupture de la République. On en a là, je dirais, dans les symboles, c'est plus qu'un symbole, dans la devise de la nation, c'est un marqueur fort, je dirais. Hein, donc, alors, sur ces trois mots, tu dis que liberté et égalité ne sont pas définis. Aucun de ces trois mots ne sont définis. Liberté et égalité, alors, on peut dire qu'ils sont mal définis, certes, mais je dirais que liberté et égalité sont définis malgré tout dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De manière très imparfaite, etc., certes. Mais ils sont quand même, il y a des tentatives, en tout cas, de le définir, de le circonscrire. Hein. Donc on ne peut pas dire que c'est complètement absent. En revanche, pour ce qui concerne la fraternité, elle nous vient en ligne droite directe de la Révolution française de 1789, mais elle n'est vraiment jamais définie. Et ça, je pense que c'est très important. Enfin, pour moi, c'est très important parce que Trotsky expliquait que dans sa théorie de la révolution permanente, que une révolution avait toujours en germe la révolution suivante, hein, les éléments de la révolution suivante. Et je pense que ce terme de fraternité, justement, est l'élément qui donne matière à un changement de régime important. D'ailleurs, la Commune avait repris cette devise. Donc, mais bon, j'ai creusé ça par ailleurs. Si les gens s'intéressent, ils iront sur le site d'un PCCR. J'ai consacré une émission à ce sujet, justement sur le terme fraternité et en quoi il pourrait devenir quelque chose de premier ordre dans le cadre de la nation, justement. Enfin, son principe, que tu appelles un aphorisme, le principe est gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Bon, ben ça, c'est une affirmation, c'est un principe qui est... alors voilà, hein, c'est l'analyse de tout ce que l'on va faire, justement, qui va nous montrer si ce principe est bien respecté ou pas. Jean-Charles. C'est à moi. Bonjour. Donc, oui, enfin, cet article, effectivement, a priori,
on se dit, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, ce sont des affirmations, comme l'a très bien dit Christian, c'est du performatif. Et puis après tout, on peut aussi considérer que les deux derniers paragraphes sont, au mieux des promesses, et comme on le sait depuis Pasqua et depuis bien longtemps, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et on voit après l'intervention de Luc, même ce qui paraissait évident et coulé dans le marbre, est peut-être remise en question par des biais plus ou moins pervers. Et puis en définitive, on se retrouve à entrer et à analyser, à voir comment toutes ces quelques lignes qui paraissaient bien tangibles, inébranlables, sont complètement ébranlées par les faits, par la réalité, et ça nous laisse un goût amer, sinon même plus une sorte de... on se retrouve en perdition rationnelle à lire ces choses-là et à voir comment elles sont, elles existent dans la réalité. Bon, alors je vais reprendre un petit peu par le début. Le français, donc effectivement, la réflexion de Luc est tout à fait justifiée par rapport à ce qu'en font nos représentants. Et je pense que Macron n'est pas le seul à s'être fendu d'expressions en dehors du français à des tribunes officielles. C'est pas le premier, mais enfin depuis quelques années, il commence à y avoir des grosses entorses à cette chose-là. Mais disons que, il faut quand même resituer cette première ligne sur le français dans le contexte historique. Bon, là, on est bien en 1958, on n'est pas en 1789. Mais disons que l'histoire de France à travers le siècle et le siècle qui aura précédé, c'était aussi un patchwork de langues, de patois, le breton, le basque, le corse, etc. Et en 58, disons que c'était encore prégnant, la présence de certaines langues régionales était encore prégnante, et il y avait quelques affirmations apportées de façon claire et nette pour enfoncer un clou qui avait été enfoncé par déjà Luc Ferry et toute la clique de l'époque, qui avait interdit la pratique même des langues dans les cours de récréation, par exemple, à l'école, etc. Je me rappelle ma grand-mère qui me disait qu'elle était punie lorsqu'elle parlait breton dans la cour, quoi. Voilà. Donc là, effectivement, bon, le français, c'est un souci de cohésion nationale, de cohérence du tissu culturel en France. Donc c'est un bon geste. La langue de la République est le français, effectivement. Après, à savoir que les autres langues seraient opprimées par l'écriture de cet article, peut-être qu'il aurait fallu préciser que la langue de la République officielle, ou bon voilà, voilà, c'est juste resituer historiquement cette histoire de la nécessité du français, mais en faire une nécessité absolue, c'est un peu dommage pour les cultures régionales qui méritent d'être respectées d'une certaine façon, mais ça, ce n'est que mon avis. Ensuite, l'emblème national, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, oui, bon là, il n'y a pas grand-chose à en dire, sauf à faire les remarques qu'a fait Luc, etc. Bon, liberté, égalité, fraternité. Alors, c'est presque pas une devise. Dans devise, il vaudrait mieux mettre objectif. L'objectif de la République est la liberté, l'égalité et la fraternité. Après, dire que la devise de la République, ça peut laisser imaginer aux gens qui lisent cet article que ça y est, c'est acquis, nous sommes libres, nous sommes égaux, nous sommes dans une fraternité universelle. Donc, est-ce que
même la rédaction même de cette chose-là n'a pas un sous-texte qui on souffrirait qu'il ne soit pas clair, ce sous-texte. C'est-à-dire que oui, c'est un objectif, un idéal, voilà. La devise, c'est un petit peu trop, enfin je sais pas, à moins de rentrer dans le détail du mot devise, la devise, on peut imaginer que c'est quelque chose qui existe et qui doit être maintenu. Hein, on ne sait pas, hein, peut-être que voilà, il y a Luc qui est en train d'écrire le texte et qui va peut-être aider ah oui, mais elle a été tombée sur les devises monétaires. Voilà. Bon, enfin voilà. Bon, toujours est-il qu'il y a cette notion de. Alors, elle dit de 1 formule ramassée exprimant la règle de conduite. Voilà, c'est une règle de conduite. Donc, on est bien dans quelque chose qui est concret, qui est dans le présent. La devise, notre devise, c'est ça. Et on est comme ça et on le restera, etc. Ce n'est pas un objectif et c'est bien dommage. Voilà, alors je me remets le texte pour continuer ma réflexion. Donc, voilà, c'est encore une fois, comme j'ai dit, c'est les promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Et là, il y a déjà une espèce de hiatus par rapport au sens réel de la phrase. Ce n'est pas une devise, c'est un objectif. Quant au mot, après, il reste à rentrer dans les définitions des 3 mots en vérité. Je dirais un mot sur le mot fraternité. On en a fait une vidéo autour du mot fraternité déjà et disait qu'il y avait enfin il est dit que, enfin, je ne vais pas m'attribuer cette conclusion, mais enfin une fraternité, elle est soit universelle. C'est la fraternité, plus ou moins, la fraternité des chrétiens, la fraternité des peuples de la terre, la Louma, c'est la fraternité d'une grande part de la population, et même peut-être même la fraternité humaine, ça peut être universel. Bon, il y a ce terme-là. Et la fraternité dans des petits cercles, dans des clubs, dans des sectes, dans des corporations, la fraternité des pompiers ou je sais pas quoi, ça peut être beaucoup plus réduit. C'est-à-dire, il y a une espèce de relation fraternelle. Les gens vont se considérer frères entre eux. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'exégèse du mot fraternité, mais la mettre là sans dire que cette fraternité, donc on imagine malgré tout que c'est une fraternité nationale, donc ça ne concerne et ça invite les Français à se sentir frères entre eux. Donc là, voilà, c'est une façon de lire le mot fraternité dans cette, puisque la devise de la République, donc on est bien dans la République et on parle bien de la nation, donc c'est une fraternité nationale. Donc c'est une précision qui n'est pas suffisamment soulignée ou en tout cas comprise par ceux qui la lisent. Mais enfin voilà, je pense que c'est nécessaire de le préciser. Quant au principe, alors là, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, encore une fois, c'est une promesse, c'est un principe, mais c'est une promesse, c'est un objectif. Après, c'est encore une fois, la rédaction ne permet pas de souligner que c'est un objectif, disons que c'est une façon, une volonté d'être et d'administrer le pays autour du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est son principe. Là encore, c'est une promesse, mais on peut la prendre telle qu'elle est, l'approuver, la discuter, mais enfin, voilà, on va voir plus tard, et c'est bien dommage cet article 2, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, affirmées, présentées, dures comme fer, et on voit que les choses, au fur et à mesure, dans l'époque que nous traversons, se délitent. Mais on est là juste pour commenter la solidité de cet écrit. Donc voilà, cette solidité est mise à l'épreuve actuellement, mais elle est ce qu'elle est, et voilà ce que j'avais à en dire. Merci beaucoup Jean-Charles. Christian, pour une conclusion? Oui, bah, pour une intervention. Oui, mais enfin, je veux dire, quand je dis conclusion, c'est conclusion de notre échange.
Alors, j'accepte vos conclusions puisque je vais m'efforcer de donner concrètement une notation, de proposer une notation. Une notation des différentes parties de cet article. Le drapeau, alors, tout en sachant que les pénalités que je vais proposer sont des pénalités qui sont liées aux critères absents, éventuellement absents de la rédaction de cet article, c'est-à-dire que ce ne sera pas clair, ce ne sera pas précis ou ce sera incohérent, mais il faut distinguer ce type de pénalisation du fait que, par exemple, cet article ne soit pas appliqué ensuite par la loi ordinaire ou par les agissements de la représentation. Alors, pour ce qui concerne le drapeau, je ne mettrai aucune pénalité, c'est extrêmement clair, c'est performatif, le drapeau, c'est bleu, blanc, rouge. Par contre, j'indique, non pas en termes de critique ou de pénalité à la rédaction constitutionnelle, mais j'indique que dans la loi ordinaire et dans les pratiques de la représentation, dans les agissements de la représentation, cette disposition est bafouée. Est bafouée puisque lorsque le drapeau français trône dans les mairies conjointement avec le drapeau européen, c'est quand on prend contradiction avec ce qui est écrit dans l'article 2 de la Constitution, point final. Il n'y a pas à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, l'emblème de la République, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est pas le drapeau de l'Europe. Ou alors, il eût fallu faire une modification de la Constitution indiquant que l'emblème de la République, c'est le bleu, blanc, rouge, plus l'emblème, et voilà, etc., etc. Pour ce qui concerne maintenant la langue française, l'utilisation, disons, anecdotique de termes franglais par tel ou tel détenteur de l'autorité publique, on peut le regretter effectivement, mais quel est le sens? On a tourné autour, mais je vais essayer de préciser quel est le sens de cette phrase extrêmement claire. La langue de la République, c'est le français. Eh bien, c'est parce qu'on pourrait imaginer que cela ne figure pas dans la Constitution, ou que la Constitution dise les ressortissants de la nation française peuvent s'exprimer dans la langue qu'ils veulent. Bon, non. Il y a écrit la langue de la République, c'est le français. Ça veut dire que toutes les autres langues doivent être persécutées. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est d'ailleurs, elles l'ont été. Puisqu'on nous a cité des exemples de la maman ou la grand-mère de je ne sais pas qui, Jean-Charles, qui était persécutée parce qu'elle parlait breton ou occitan, bref. Donc, il s'agit effectivement de permettre l'éradication, tout au moins la persécution, l'interdiction, en tout cas, l'interdiction de l'utilisation en se référant à ce qui est écrit dans la Constitution, c'est-à-dire le langue de la République, donc vous ne parlez pas la langue de la République, donc vous êtes en infraction. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, pas de pénalisation sur cette phrase, disons, un point de vigilance parce que elle a permis effectivement la persécution d'un certain nombre de langues régionales, et on jugera si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors, la polémique, le tatillonnage sur qu'est-ce que c'est qu'une devise, est-ce que c'est un objectif, est-ce que c'est un idéal, et puis Luc nous a montré un dictionnaire qui dit que c'est une règle qui guide nos actions, qui doit nous guider. Oui, alors, on va retenir cela. La devise, c'est nous devons toujours avoir en tête, dans toutes nos actions, cette règle, c'est-à-dire respecter la liberté ou promouvoir la liberté. On ne sait pas ce qu'est une règle, mais quelle règle? Lorsqu'on dit devise, liberté, égalité, fraternité, il n'est pas précisé si la devise c'est je dois respecter la liberté, je dois respecter l'égalité, je dois respecter la fraternité. Il aurait pu également être écrit je dois mourir pour. Et d'ailleurs, c'est ça. Il me semble, en tant que ils ont exégète chronologique puisque il a été rappelé avec pertinence que cette devise datait de 1989, et c'est la devise, c'est je dois mourir pour la liberté, je dois mourir
pour l'égalité, je dois mourir pour la fraternité. Voilà. Donc, c'est extrêmement fort, que l'on se réfère à la façon dont ça a émergé en tant que règle constitutionnelle, que tout simplement sa signification en tant que règle qui doit nous guider dans toutes nos actions, c'est extrêmement fort. Mais, et alors là, la pénalité va tomber de façon implacable, mais je confirme, et disons du coup j'infirme un petit peu ce qui a été dit par Luc, que ce n'est pas défini. Nous ne savons pas ce que c'est que la liberté, nous ne savons pas ce que c'est que l'égalité, et nous ne savons pas ce que c'est que la fraternité. Et j'en veux pour exemple, et là je mets aussi en opposition ce qu'a dit Luc, en disant, Luc a dit, on a essayé quand même de la définir. Non, il ne s'agit pas d'essayer. Elle n'est pas définie et je vous donne la preuve. Je vous donne la preuve. Combien de fois est-ce que le mot liberté est écrit dans le bloc constitutionnel? 2 fois. Et sous forme de liberté publique, et on ne sait pas non plus ce que c'est que la liberté publique. L'égalité n'est jamais citée, et la fraternité non plus. Donc, nous avons ici 3 termes d'une importance et d'une lourdeur, je dirais, philosophique, de la philosophie sociale extrêmement importante, dont on nous dit que ça doit être la devise, c'est-à-dire ce pourquoi le peuple doit mourir éventuellement, se battre et se faire écran de son corps, et qui n'est pas défini. Voilà. Bon, les essais de définition sont des essais qu'on a détruits en pièces chaque fois que nous avons eu l'occasion d'en parler. Donc, une pénalité très forte par rapport à ça. Vous avez une pénalité. Et puis, la deuxième pénalité, tout aussi forte, c'est cette affaire de principe. Lorsque la Constitution écrit « voici notre principe » et qu'elle énonce quelque chose qui n'est pas un principe, bon, sans même parler de ce qu'il y a dans ce principe, alors, je suis passé très rapidement, mais je pense que il est utile à la conversation que j'y revienne de façon plus précise. La définition d'un principe, c'est qu'il doit réunir 3 conditions pour être un principe. Un énoncé de quelque chose doit réunir 3 conditions pour qu'il soit un principe. Première condition, que cet énoncé ne puisse pas donner interprétation, ne pas laisser la possibilité de plusieurs interprétations. Deuxième condition, qu'il puisse servir et qu'il serve de base à un raisonnement global. Et troisième condition, qu'il permette de définir des règles d'application dans chaque domaine considéré. Eh bien, ce soi-disant principe qui s'énonce gouvernement du peuple pour le peuple ne répond à aucune de ces 3 conditions, sous réserve qu'on me démontre de façon extrêmement claire qu'il y répond. Voilà. C'est donc ma deuxième pénalité que je propose par rapport dans le cadre de cet article, dans le cadre de l'audit de cet article. Oui, pour être complet, allô, vous m'entendez? Très bien. Oui, pardon, excusez-moi. Pour être complet sur la langue, le français, on peut aussi quand même imaginer que une des conséquences de cette première ligne, c'est que de dire que les écrits juridiques officiels, etc., tous les documents qui sont édités de façon officielle sont rédigés en français. C'est bon, juste un petit ajout à notre discussion, mais ça me paraît être une lacune que de ne pas le dire. Voilà. Voilà, je voulais juste rajouter cette chose-là. Oui, alors j'avais demandé la parole. Un peu pour dire ça justement, notamment sur la langue. Hein. Ici, ce qui est dit dans la Constitution, c'est que la langue de la République est le français. Ce qui ne veut pas dire, je pense que c'est effectivement des surinterprétations, des pratiques mauvaises et qui ne sont pas prévues par la Constitution. Ça veut dire que la République s'exprime en français, mais ça ne veut pas dire qu'on interdit l'usage d'autres langues dans le domaine public. Mais ça veut dire que dans le domaine officiel,
les textes de loi, les textes des arrêtés, l'expression des représentants, etc., des fonctionnaires, c'est le français. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ça ne préjuge pas. Donc l'interdiction, par exemple, du breton dans les cours de récréation est tout à fait hors de propos. Oui, mais ça, à partir de là, on a interprété sans doute abusivement oui. cette ligne. Voilà. À l'époque, c'était peut-être. Il faudrait reprendre la Constitution de la Troisième République pour voir si ça figurait à l'époque. Sur la devise, sur ce que dit Christian, oui, effectivement, c'est un principe très fort. La devise, c'est une règle pour la République que se pose cette devise. C'est la règle selon laquelle repose, enfin, se fixe la République de respecter. Et j'en veux pour preuve, tu parlais de mourir pour, effectivement, si l'on prend l'autre hymne qui a failli être pris à la place de la Marseillaise, c'est-à-dire le chant du départ, comme hymne national, c'est ce qui est moi, enfin, moi j'ai une préférence, enfin, j'aime bien ce chant. Pour elle, un Français doit mourir, c'est exprimé ainsi. Hein, c'est tout à fait clair. Alors après, tu dis, oui, c'est pas bien défini, etc. Bon, soit pour la pénalité, comme je le concède, ces mots sont mal définis, mais ils sont en quelque sorte définis malgré tout, même de manière imparfaite. Mais effectivement, puisque ces définitions sont imparfaites, on peut dire que la définition fait défaut. Et ouais, au moins est défectueuse, ce qui mérite bien une pénalité. Sur ce qui est principe, je renvoie les auditeurs à notre émission du glossaire sur la question de principe pour juger par eux-mêmes si donc on retrouve les trois critères que vient de citer Christian et puis les définitions qu'on avait données à l'époque, tant Guillaume que moi-même, et puis il y a l'émission en elle-même qui était qui vous donnera toute la teneur des débats. Voilà, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui sur cet article 2. Merci messieurs. Merci.